Bonjour et merci infiniment de nous choisir encore en ce jour pour la réflexion demandée d'état santé. Rencontre et échange, l'émission Entretien qui découle l'actualité de la semaine. Et ce jour encore, nous allons parler de notre pays, le Togo, qui se trouve à la veille d'une rencontre cruciale des chefs d'État de la CEDEAO qui se retrouvent à Lomé ce lundi donc pour parler de la crise togolaise. Quelle solution la CEDEAO a dans ses valises pour apporter à la résolution du problème togolais? Depuis donc le 17 août de l'an dernier, la crise a connu donc un nouveau pic de cette revendication de l'alternance de notre pays. Où en sommes-nous? Ce dialogue intertogolais sous la médiation internationale sera-t-il le dernier? Pour en discuter, je reçois pour vous un homme averti, Maître Jovi Gali. Il est le président de la paix, Association pour la promotion de l'état de droit. Maître Jovi Gali, que nous connaissons très bien pour ses prises de position par rapport à la défense de la liberté individuelle des droits et de l'état de droit chez nous au Togo. Maître, merci d'accepter notre invitation. Merci, c'est moi qui vous remercie. Vous avez accepté ce qui est avec nous, réfléchir ensemble avec nous sur la situation qui est pour notre pays, le Togo, à propos de cette crise. Et la CEDEAO va débattre à Lomé en début de semaine prochaine pour donc apporter sa solution à la crise togolaise. Avec quels sentiments et quelles appréciations faites-vous de cette médiation qui se profile à l'horizon pour notre pays? Disons que c'est déjà une bonne chose que l'institution sous-régionale se soit saisie de la crise togolaise, qui est une crise très profonde. Et j'ai des fois le sentiment que l'appréciation faite par les autorités ne correspond pas exactement à la gravité de la situation. C'est le sentiment personnel que j'ai. Donc il est bon. Les autorités togolaises? Togolaises, bien entendu. Par rapport à la situation. Donc c'est une bonne chose que la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, s'en est saisie et donc étudie la question, essaye de nous aider un peu, pour ainsi dire, à trouver une solution ou des solutions ou à envisager des solutions. Il est évident que l'institution régionale ne fera pas de miracle, cela va de soi. Mais je le dis d'ores et déjà, on viendra au cours du débat sur la question. Il est aussi clair que si les recommandations préconisées par la CEDEAO ne montrent pas de manière claire et nette et de manière perspective la vision que les Togolais, dans leur majorité, du moins telle que je le perçois, veulent du Togo, c'est-à-dire le problème essentiel de l'alternance politique, notamment l'alternance politique à 2020, s'il n'y a aucune perspective qui soit claire là-dessus, je pense que la situation ne va pas s'apaiser. Il y a une détermination profonde du peuple qui veut l'alternance pour différentes raisons que j'ai expliquées en long et en large. Je pense que ce n'est pas une question de personne. C'est une question tout simplement du corps social qui, après plusieurs décennies de gouvernance d'une même manière, estime, et pas des mêmes individus, estime qu'il faut changer. Et ça, c'est tout à fait normal. Vous trouvez cela légitime, n'est-ce pas, cette assurance? Totalement. C'est tout à fait normal parce que le corps social, c'est comme le sang. Il faut que ça se renouvelle. Ça ne peut pas se faire en dehors des tests qui régissent notre pays. Attention, bien sûr, je suis d'accord. L'alternance ne se décrète pas. Mais il faut créer les conditions objectives et honnêtes, transparentes, pour que les conditions, pour que l'alternance a lieu. Mais lorsque on est au pouvoir... Dans l'état actuel, n'est-ce pas, de notre constitution, est-ce que cela s'impose? Actuellement, il faut tout réviser. La Constitution, ce n'est pas pour rien qu'on limite les mandats. L'homme, naturellement, n'est pas sage. Si on ne limite pas les mandats, mais on va faire 10, 20, 30, 50 ans, 60 ans au pouvoir parce qu'on a les moyens de convaincre l'électorat ou de corrompre l'électorat pour être toujours au pouvoir. C'est pour cela qu'il faut limiter. Et d'ailleurs, et ça nous intéresse pour le Togo, le protocole additionnel de la CEDEAO, de manière très claire, montre qu'il faut un mandat renouvelable une seule fois. Et tous les pays ont ratifié, sauf le Togo. Il y avait le Togo et la Gambie. La Gambie a été, le cas de la Gambie a été réglé. Eh bien, il reste que le Togo. C'est notamment la position du Nigeria, qui est le géant de la sous-région. Il estime qu'il faut appliquer le protocole. Ou trouver les moyens pour que le protocole devienne une activité au Togo aussi. Donc, je disais que ils ne feront pas de miracle, mais il faut qu'ils fassent tout pour que le peuple togolais sente quand même qu'il y a une perspective d'alternance. C'est-à-dire qu'il faut créer les conditions pour qu'on sente que l'alternance aura bien lieu. Il ne s'agit pas de décréter l'alternance, il suffit de créer les conditions. Et nous, au niveau de la paix, nous avons estimé, et nous estimons toujours,
que la meilleure manière, c'est que le président lui-même, et dans toute sagesse et de manière libre et indépendante, annonce que quand il va faire 15 ans, son père a fait 38 ans, il a fait ce qu'il a pu, et donc maintenant il laisse le plancher. Et donc c'est à lui de le faire, à mon avis, en toute âme et conscience. Maintenant, s'il s'entête à ne pas le faire, il faudrait que les choses trouvent les moyens pour que, par les voies ordinaires, légales, et les voies régulières, la tendance puisse avoir lieu. Mais il est évident que si dans les solutions préconisées, on ne sent pas cette perspective d'ascendant de manière très claire, c'est les conditions au moins créées pour que la tendance ait lieu en 2020, je crois que les mouvements vont s'arrêter et le pays est en train d'être bloqué. C'est quand vous discutez avec les opérateurs économiques, c'est une catastrophe. Rien ne va plus dans tous les secteurs. Il y a une sorte de sinistrose qui a envahi le pays parce qu'évidemment, une partie de la population, et qui est la majorité de mon point de vue, a décidé que ça suffit comme ça. Et donc je pense que ceux qui gouvernent doivent avoir la sagesse de considérer que, je ne dirais pas qu'ils ont fait leur temps, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Je disais la dernière fois dessus chez un de vos confrères que la plupart des gens qui contestent aujourd'hui ou bien qui demandent aujourd'hui qu'il y ait changement, beaucoup ont voté pour M. Fogna Singbe, ça c'est clair. Mais ils estiment que bon, à un moment donné, on est saturé. Il faut que ça change. Et je crois que c'est ça, les chefs d'État doivent aller dans ce sens. Et donc, ce qui doit être pour acquis, de mon point de vue, sur lequel il n'y a pas de doute, c'est les réformes. Réformes sur l'élection présidentielle à 2 mandats non renouvelables, enfin un mandat renouvelable une seule fois, avec la mention en aucun cas ne peut faire plus de 2 mandats. Il faut remettre cette formule, c'est très important. C'est cela. Ensuite, maintenant, l'élection à 2 tours. Ensuite, la réforme du cadre électoral. Ensuite, l'aménagement du pouvoir entre les premiers ministres et le chef de l'État, etc. Un certain nombre de réformes qui peuvent être faites en une demi-matinée. Puisqu'on connaît déjà le problème. On connaît la convention de l'Assemblée nationale. Il suffit qu'il y ait un texte bien élaboré, on se met d'accord, et on va à l'Assemblée, on vote ça, c'est le consensus. Il suffit d'avoir la volonté politique. Ces réformes-là peuvent être faites. Maintenant, il s'agit de gérer le pays d'une certaine manière pour que lorsque, après avoir bien réformé le cadre électoral, au besoin, avec le concours, et je pense que la CEDEAO va aller dans ce sens-là, le concours de l'institution sous-régionale, on a des élections qui soient claires, nettes et sans bavure. Enfin, sans bavure, c'est une manière de parler. Et donc, à partir de ce moment-là, ça, on peut le faire immédiatement. Maintenant, quant à savoir si la tenance de 2020, dans quelles conditions va se faire, à mon avis, les chefs d'État, ils ne vont pas publiquement aborder la question. Je ne pense pas. Mais il faudrait qu'ils donnent des indications pour que le peuple se satisfasse du travail qu'ils ont fait. Sinon, les mouvements vont continuer. Ça, c'est clair. Si le peuple est déçu par les recommandations de la CEDEAO, eh bien, rien ne changera. Je vous garantis que ça va se poursuivre. Je ne le dis pas parce que je souhaite que ce soit le cas. Mais je le dis parce que c'est ce que je ressens. Je suis un observateur engagé de la vie politique, et je sens les choses, je vis avec le peuple et je sais ce qui se passe. Et donc, il faudrait nécessairement qu'il y ait une vision claire de cette perspective-là de l'alternance, qui est le nœud de la question. Tout le reste est lié un peu à ça, quoi. C'est une question de volonté politique. C'est cela. Mais vous étiez l'un des acteurs justement de cette constitution dont on parle quand le retour à la C92, comme on le dit. La formule en aucun cas, dans quel contexte ça a été mis et c'était pour préserver quoi en réalité? Mais nous n'avons mis en aucun cas pour justement, comment dit-on ça, inscrire, pour ainsi dire, dans le marbre, le fondement de l'alternance. Souvenez-vous que le 20 avril 1991, nous avons créé l'Observatoire panafricain de la démocratie. Et dans le catéchisme que nous avons élaboré, qui est servi de base à la création de l'OPAD, il est mis qu'il faut, l'alternance politique fait partie intimement liée, n'est-ce pas, à une vie démocratique normale. Alors, lorsque nous avons mis cette formule, nous l'avons mis exprès. En aucun cas, nous ne peut plus de mandat, c'est-à-dire que quelqu'un ne peut pas exercer le pouvoir politique au plus haut sommet de l'État. Ça ne pose pas confusion. Il n'y a pas une jurisprudence à là-dessus. Non, non, la formule est assez claire. Ça n'a pas besoin d'être interprété. La seule interprétation possible, c'est de dire que ceux
ce double mandat peut être fait de manière consécutive ou de manière différenciée. Oui. Mais dans tous les cas, quelqu'un qui a 10 ans de pouvoir, eh bien, il doit pouvoir dégager le plancher. Excusez-moi l'expression, mais un peu c'est ça. Donc c'est pour ça que nous avons mis ça. Renouvelable une seule fois, c'est général, mais en aucun cas, nul ne peut faire plus de mandats. Ça s'adresse maintenant à l'individu, à la personne qui a exercé le mandat ou qui est amené à l'exercer. Et à l'époque, c'était dressé contre personne. Ah non, non, c'est des histoires qu'on raconte que c'est dressé contre les autres. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, puisque dans le contexte où nous avons élaboré la Constitution, personne n'imaginait que le président Yadema allait encore empiler et être encore chef de l'État. Pour la plupart des acteurs de l'époque, la question était réglée à la conférence nationale. Donc, ça n'a rien à voir. Dans les dispositions constitutionnelles, il n'y avait rien spécialement contre Yadema. Le seul point sur lequel Yadema s'est battu pour qu'il a déstabilisé la transition, c'est le fait qu'on lui interdisait, de par les premières dispositions du projet constitutionnel, n'est-ce pas, de ne pas être candidat. Une fois qu'il a obtenu ça par les moyens que vous connaissez, eh bien, mais tout était clair. Ça n'avait rien. Les gens qui racontent ça, mais ils sont en train de tronquer l'histoire. Ils sont en train de mentir pour parler de manière très claire. Personne n'avait fait un test contre Yadema. On était à milieu d'imaginer que Yadema serait encore au pouvoir. C'est cela. Et cette condition n'était pas aussi la meilleure, parce qu'on pense aussi, il y a des esprits qui pensent qu'il y a des coquilles. Hein. C'est exact que ce n'est pas, aucun test n'est jamais parfait. Et la condition dans laquelle ça a été élaboré a été une sorte de patchwork. Donc, il y a eu beaucoup comment dit-on ça, pas de ratés, mais il y a des incohérences quelque part, mais c'est très, très, très secondaire. Ça n'empêche pas... Pour l'essentiel, oui, parce que la Constitution n'a jamais été appliquée, c'est ça le problème. Si la Constitution avait été appliquée de manière sage et rigoureuse, on en verrait les limites, et corrigées sans bavure. Mais c'est que Yadema n'a jamais appliqué la Constitution. Malgré la Constitution, il dirigeait le pays comme un bon chef de village. Et donc il faisait ce qui lui plaisait et il a réduit le Premier ministre à un simple, comment dit-on ça, fonctionnaire de premier rang. Et la réforme de 2000 a aggravé la situation. Donc c'est pour dire que la Constitution n'a jamais été appliquée. On ne peut pas dire quels sont les défauts de cette Constitution à l'application. C'est ça le problème. C'est ça. Bien, retour donc à cette médiation qui se profile donc à la semaine prochaine. Alors, Maître, est-ce que vous pensez que cette médiation est celle de la dernière chance pour notre pays, ou bien, puisqu'on a fait plusieurs dialogues oui, non, c'est des formules. Oui. Tant que le peuple, la société togolaise existera, il y aura toujours des dialogues et des médiations. Ça, c'est clair. On souhaite que, sur la crise politique que le Togo connaît depuis des décennies, cette médiation de la CEDEAO, ou le 31 juillet, ce qui m'étonnerait, ou de manière successive, parce que moi, je crois qu'il y aura un après 31 juillet. C'est une opinion personnelle. Oui. Je crois qu'il y aura des questions qui seront débattues après, notamment après les élections au Nigeria. Parce que le Nigeria a un poids lourd dans la sous-région, et pour l'instant, compte tenu du fait qu'ils sont en campagne électorale pour les élections, ils ne s'impliquent pas comme il se doit. À mon avis, après les élections, le débat, si les personnalités ne sont pas claires, sera reposé encore après les élections. Donc, je dirais que c'est de la dernière chance, c'est des formules. On souhaite, on ne veut pas que le Togo soit en permanence sous tension, en permanence avec des manifestations, en permanence avec des contestations, en permanence avec des tueries de tout genre, des assassinats sans raison d'être. On le souhaite, mais tant qu'une société vit, il y aura des convulsions, il y aura des moments où il faut s'asseoir pour parler, c'est tout à fait normal. Donc, ce n'est pas la dernière chance, si tu veux. Vous trouvez cette médiation nécessaire, importante, ou bien vous pensez que les Togolais peuvent eux-mêmes s'entendre? Alors, l'idéal, c'est que les Togolais s'entendent. Mais l'expérience a montré que, jusqu'à présent, lorsqu'on s'entend, le pouvoir est de mauvaise foi. Si vous prenez tous les accords, les 26 accords qui ont eu lieu, le pouvoir a toujours été de mauvaise foi dans la mise en œuvre de cet accord. Il y a aussi, de la part de l'opposition, une sorte de manque de stratégie cohérente qui permet d'organiser les choses, de distinguer l'essentiel de l'accessoire et de s'organiser de manière à contraindre le pouvoir à agir dans un certain sens. C'est un fait. Mais le pouvoir a toujours voulu tirer profit de tous les accords. Le plus décevant,
de mon point de vue, hein, des accords, c'est l'accord RPT-UFC. De 2010. De 2010, cet accord aurait pu être... Vous avez défendu. Oui, mais cet accord aurait pu être appliqué de manière intelligente et sage, qu'on serait très très loin. Puisque dans le comité de suivi, les réformes ont été opérées. On s'est mis d'accord sur les réformes. Le seul point de discussion, c'était l'élection en 2 tours. Sur tous les autres points, on était d'accord. On était quoi? On était 4, non? Il y avait le président Olympio, moi-même, le président Achaba, et puis le ministre Bojona. Mais en quelques semaines, on a fini. On s'est mis d'accord là-dessus. Après, on a dit qu'il faut aller au CDP, C2, je ne sais pas quoi là. CDP, C1 et puis, etc. Tout ça, c'est de la comédie. Après, on est venu faire, bien après, on est venu faire l'histoire de H-Kroun là, auquel nous avons participé. Au lieu de mettre en application, non, il faut consulter le peuple. On envoie des gens aux frais du contribuable faire les promenades dans le pays et le problème, non, c'est la mauvaise foi, quoi. Tout ça, c'est lié au fait que le pouvoir en place ne fait pas l'effort de concevoir qu'il est possible qu'après des décennies d'exercice du pouvoir, qu'on puisse changer. Ils pensent qu'ils sont là de manière définitive. Figurez-vous que nous avons combien d'années de dépendance? Nous avons 58 ans d'années de dépendance. Sur les 58 ans, aujourd'hui, il y a 51 ans où le pouvoir est exercé par une seule famille. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. C'est une question. Ce n'est pas en vouloir à quelqu'un spécialement. Moi, sur le plan personnel, je n'ai rien à... Je n'ai pas de problème avec le chef de l'État, hein, je vous le dis tout de suite. Mais c'est sur le plan politique qu'on n'est pas d'accord. Ça fait 51 ans, mais ça suffit. Ça suffit. Je ne dis pas que le changement sera meilleur, je n'en sais rien du tout. Il faut tout faire pour que ce soit meilleur, mais ce n'est pas du tout évident. Il se peut que le changement crée des situations beaucoup plus difficiles. Oui, mais le corps social a besoin de ça. Il faut faire l'expérience du changement. Tous les pays de la sous-région l'ont fait. Hein, le Togo, la Gambie étaient les derniers. Eh bien, aussi, ils ont fait. Le Burkina a fait, le Bénin a fait depuis longtemps, le Ghana depuis longtemps. Alors pourquoi nous, on est les cancres de la classe, quoi, ou quoi? Non, à un moment donné, c'est une sorte de moquerie du peuple que de considérer que nous, on n'a pas le choix que d'avoir les mêmes personnes qui gouvernent avec le même système et les mêmes manières de faire. Et puis s'il y avait une gouvernance transparente et satisfaisante, d'accord, mais vous connaissez ce qui se passe dans le pays. Le pillage systématique, le vol sans honte, c'est criminel ce qui se passe dans notre pays. Avec les peu de ressources qu'on a, quelques individus se sont regroupés pour piller systématiquement le pays, remplir leur compte à l'extérieur. C'est inacceptable. Rencontre échange nouveau numéro, nous parlons de ce sommet de la CEDEAO qui sera consacré à la crise togolaise donc dans notre pays la semaine prochaine. Medjovi Gali est mon invité pour réfléchir sur la question. Alors, maître, quand on prend les forces en présence, c'est-à-dire que la C14, la coalition des 14 partis de l'opposition, le pouvoir est PT uni, quelles sont les chances, quelles sont les forces et les faiblesses des uns des autres pour peser dans cette décision de la CEDEAO? Ou bien vous pensez à une objectivité totale de l'institution pour pouvoir régler la crise togolaise? Non, je pense que les chefs d'État de la CEDEAO... Sûrement, il y a des pressions en coulisses. Oui, les chefs d'État de la CEDEAO doivent être un peu gênés sur les bords. Bon, ils ont été gênés jusqu'à présent parce que aussi le président en exercice de l'institution, c'est le chef de l'État togolais. Donc ça les met un peu à l'aise, vous pensez? Oui, il s'agit que... C'est mal à l'aise. Oui, c'est la même mal à l'aise. On a besoin d'avoir un peu d'égard. Quand vous avez un président que vous avez élu, il faut avoir un peu d'égard. Donc il y a une manière de faire qui ne peut pas être la même chose si on est... il y a ça. Il y a aussi le fait que beaucoup de chefs d'État pensent, ou certains en tout cas pensent qu'il n'a aucune raison objective de demander publiquement à M. Fonya Singwe de ne pas être candidat, et il n'en voit pas, il ne savent pas comment justifier ça. Sauf le Nigeria qui estime que dans la conception qu'on a du protocole, ils étaient en droit d'estimer que 3 mandats, ça suffit largement. Bon, je pense que là-dessus... Est-ce que c'est ça qui a dépassé Nana Akufo-Addo, professeur Condé, pour finalement remettre le dossier à la CEDEAO? Non, ce n'est pas eux qui ont remis le dossier à la CEDEAO. C'est lorsque, arrivé au sommet de la CEDEAO Lomé, qui avait lieu sur la Guinée-Bissau, oui.
C'est comme ça que ça s'est passé. Et quand personne ne parlait du Togo, c'est Nana Akufo-Addo faisait ça, disons, à titre plus ou moins individuel parce qu'il a été sollicité par le gouvernement togolais. Et Alpha Condé a essayé de donner un coup de main, notamment pour les mesures, qu'on dit, des mesures d'apaisement. Mais lorsqu'ils ont débattu de la Guinée-Bissau, et c'est à ce moment-là qu'Alpha Condé a dit, mais ce qui se passe en Guinée-Bissau, c'est la même chose qui se passe au Togo. Il n'est pas normal que nous venions ici trouver une solution à la Guinée-Bissau et que nous faisions comme si de rien n'était pour le Togo. Et c'est en ce moment-là que je pense qu'ils ont dit, bon, dans ce cas, on n'a qu'à s'associer officiellement à Nana Akufo-Addo pour s'occuper de la question et leur faire des recommandations pour le prochain sommet. Donc, c'est de fil en aiguille que c'est arrivé. Mais c'est une bonne chose parce que je suis un peu triste de voir qu'entre nous, on n'arrive pas, parce que la plupart des questions, on peut les résoudre entre nous. Ça, c'est l'évidence même. Mais c'est parce que d'abord, il y a cette méfiance, donc cette rupture de confiance qui est absolue. Et d'autre part, je vous ai parlé de la mauvaise foi du pouvoir. Quand ils ont le culot d'aller dire devant les étrangers que c'est une constitution de la haine, c'est une constitution de fait par les gens du Sud, non, mais c'est des abominations, on ne peut pas accepter ça. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas sérieux. Souvent, on parle de cette question du Nord et du Sud. Mais écoutez, Sylvanus Olympio, c'est Mambaya du Nord, non? Vous savez ça? Vous savez que c'est Mambaya du Nord. Et Gruniskri. Non seulement ça ne pas, mais le père de sa mère vient de Cambolé, non? C'est ça la réalité. Alors, ils n'ont pas le sang du Nord là-dessus. Mais écoutez, c'est pas sérieux. Chaque fois envisager ce genre d'argussif totalement farfelu, parce que ça permet de construire, de manipuler une certaine opinion et de construire une instrumentalisation du pouvoir là-dessus. C'est pas sérieux. Ça. Et cette fois-ci, ça ne prend pas beaucoup, parce que effectivement, avec le PNP, qui a comme base électorale les thèmes, n'est-ce pas, Sokoré, Mango en partie il n'a pas cet exact, mais on observe quand même. Ça. Il a une influence, si tu veux, influence politique dans cette région-là qui, on ne peut pas dire que Sokoré est du Sud quand même. Sokoré, c'est considéré dans le schéma ancien comme étant du Nord. Ce schéma n'est plus valable aujourd'hui. Il ne faut pas prendre ça. Faut pas prendre ça au sérieux. Mais ce que je veux dire, c'est que la mauvaise foi est tellement patente que chaque fois qu'on vous signe un accord, ils font tout pour vous. Regardez ce qu'ils ont fait avec Gilles Olympio. Pour moi, c'est quelque chose qui me fait mal au cœur. Quel que soit ce qu'on peut lui reprocher sur le plan personnel, voilà quelqu'un qui a quand même combattu et qui a été, en tous les cas, porte-drapeau de la revendication populaire, qui à un moment donné, pour différentes raisons que l'histoire comprendra mieux de mon point de vue, a décidé de faire la paix. Ils appellent ça la paix des braves. Enfin, il a signé un accord. La moindre des choses, c'est quand même d'exécuter ça de manière prestante pour quand même ne pas honner la personne. Non, dans leur tête, il faut le réduire. C'est ça. Alors cet accord, vous le trouvez plus solide que l'APG, ce que UFC avait signé à deux avec le RPT? Non, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose parce que c'est une question séquentielle. Si l'APG en son temps avait été appliqué, on n'aura pas besoin de l'accord RPT-UFC. C'est parce que précisément l'APG n'a pas été appliqué que entre-temps, il y a eu cet accord-là entre le RPT et l'UFC qui était dans des conditions, vous savez, assez douloureuses. Donc, ce n'est pas que aujourd'hui, on ne parle pas de l'accord RPT-UFC, on parle seulement de l'APG. Donc, c'est pour vous dire que, historiquement parlant, l'APG a une certaine... Quoi dit-on ça? Oui, le mot n'est pas exact, mais c'est une question de séquence. Mais moi, je raisonne en tant que politicien. C'est-à-dire qu'au point de vue force de mobilisation ou force de réadaptation du discours politique, du comportement politique, si l'accord PT-UFC a été appliqué, la tension serait réduite, comme ça l'a été, pour permettre aux investisseurs de venir au pays de renouer les relations économiques avec le Togo. Ça aurait permis, on aurait eu les réformes.
Puisque c'était dans l'accord, c'était dit que dans les 6 mois de la mise en place du gouvernement, toutes les réformes prescrites par la APG, c'est comme ça que c'est écrit dans le texte, les réformes prescrites par la APG doivent être opérées dans les 6 mois. Et bien évidemment, ils n'ont rien fait parce que c'est cet entêtement ne pas vouloir concevoir la possibilité que le pays n'est pas une propriété privée. C'est ça le problème. Ils se sont têtus. Ils pensent que c'est vraiment leur affaire. Et que les autres sont là comme des petits moutons ou des accompagnateurs de dimanche, quoi. C'est ça. C'est ce qu'il faut changer. C'est cette mentalité qu'il faut changer. Pour qu'on puisse, demain, notre, après-demain, notre, le pays puisse vivre un peu. Ça peut continuer. C'est cela. Tout à l'heure, vous avez fait allusion au PNP, n'est-ce pas, qui a donné du sang nouveau peut-être à la revendication, à la contestation populaire. Oui. Et en temps, certains ont pensé qu'il aurait pu faire cavaler ça, ne pas s'associer aux autres formations politiques de l'opposition. Et quel est votre avis là-dessus? Ah non, c'est complètement farfelu comme raisonnement. Vous croyez que M. Tikpi Adama est un con? Excusez-moi l'expression. S'il a appelé avec presque une voix suppliante, il faut dire les choses comme elles sont. Oui. Jean-Pierre, grand frère, viens, on va travailler. Ce n'est pas parce que nécessairement il est amoureux de Jean-Pierre Fabre ou de l'ANC. Non, c'est parce qu'objectivement, il connaît les rapports de force en présence et que lui seul ne peut pas faire le combat. C'est évident. C'est évident. Donc les gens qui disent ça racontent des histoires. Le PNP seul ne peut pas. Ce n'est pas possible. Autre chose est de pouvoir mobiliser les gens dans la rue. Autre chose est de pouvoir, n'est-ce pas, comment dit-on ça? Oui, pas seulement se mettre à table, mais comment dit-on ça? Incarner de manière durable, n'est-ce pas, les aspirations de la population. C'est ça. Donc la formule du C14, qui est une formule bâtarde, est la meilleure pour le moment. Oui, parce que dans le C14, il y a peut-être 3-4 partis qui comptent le reste et ils font un peu de la figuration, mais ça n'a pas d'importance. Ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est qu'ils sont ensemble, ils travaillent ensemble, malgré les difficultés, ils avancent ensemble. Et là, je pense que, du point de vue de la perception que la population a du combat, oui, aujourd'hui, c'est eux. De cette action unitaire de l'opposition. Oui, c'est ça. Donc, la perception que le peuple a du combat, aujourd'hui, c'est la C14 qui est représentative des aspirations d'une large partie de la population. Et on ne peut pas se... Il ne faut pas se faire d'illusions là-dessus. C'est ça la vérité objective. Ce n'est pas une question de sentiment. Moi, je vois les choses de manière honnête. Donc aujourd'hui, la C14 est le regroupement qui porte le mieux les aspirations profondes de la population, notamment l'aspiration au changement. Tous les autres regroupements, ben, c'est des comédiens. Ça. Alors, beaucoup de réunions cette fin de semaine. Il y a la SECNA qui a Lomé, le MOI qui a Lomé, la CEMA qui a Lomé, la CEDEAO qui a Lomé. Dans un pays, en crise politique, hein, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, ça peut être le fait de hasard, pas les deux sommets. Les deux sommets, c'est politiquement bien organisé, même les trois. Oui. Puisque le MOI n'était pas prévu. Je crois que c'est Alassane Ouattara qui a estimé que, ayant la chance d'avoir sur place tous les membres de l'UMOA, il vaut mieux faire un petit sommet en même temps. Oui. Ce n'était pas prévu dans le programme, mais c'est une bonne chose. Faire d'une pierre deux coups, même 3 coups, si vous voulez. À Sekna, tout ça là, je pense que c'est un hasard. Mais c'est l'évidence que le Togo a toujours une vocation de rencontre internationale, du moins les autorités togolaises depuis le président Yadema, de donner cette image-là de pays, de carrefour, de rencontres, etc. Bon, c'est vrai que le maire est sympathique, c'est vrai que les Togolais sont sympathiques, c'est vrai que les gens aiment bien venir à Lomé. Ça, du moins, mon expérience personnelle est que les gens aiment bien venir à Lomé. C'est pas pour rien que je vais être maire de Lomé avant qu'ils ne fassent la réforme qu'ils ont fait là. Bidon là. Ben, j'y tiens, mais maintenant ils ont cassé la ville en 5 mairies, ou bien 6 mairies même, 6 ou 7. Et ça ne vous arrange plus? Non, mais je serai maire dans une petite commune si les électeurs me choisissent. Mais le problème n'est pas là. Oui. Mais il est aussi vrai que c'est une politique des pouvoirs publics de soigner beaucoup l'image. C'est-à-dire que c'est aussi une politique de façade. C'est-à-dire que le petit Togolais a des difficultés pour manger au quotidien. Mais ça fait bien de montrer qu'on gouverne le pays. La preuve, c'est que tout le monde vient ici. Ça, c'est ce que j'appelle la politique de façade. C'est ça.
Et c'était un peu justement le président de la CEMAC, parce que la CEMAC compte plus de dinosaures par rapport tout à à fait, tout à fait. Et les mauvais gens disent même que ça fait pression sur les pères de la CEDEAO, est-ce vrai? Pression, je n'en sais rien, mais je crois que le gouvernement togolais, le pouvoir togolais a fait exprès. C'est-à-dire qu'il préfère avoir les gens, les mauvais élèves qui constituent les gens de la CEMAC que d'avoir les bons élèves qui constituent les gens de la CEDEAO. Donc, en jumelant cette conférence de cette manière, on vous dira que c'est parce que le président de la CEDEAO a pris l'initiative de cette conférence, il doit le faire avant la fin de son mandat. On prend acte de ça, mais en réalité, c'est une opération politique, de politique intérieure d'abord. C'est-à-dire que, bon, ce n'est pas les gens comme, je ne sais pas, les Biya, les Sassou, les autres Bongo, qui viendront dire qu'il faut l'alternance dans le pays. C'est clair qu'il y a derrière ça une arrière-pensée politique. Il ne faut pas être naïf. Cela étant, je pense quand même que les chefs d'État de la CEDEAO sont quand même conscients du fait que la sous-région ici est en avance à tous égards sur l'Afrique centrale. Par rapport aux questions d'alternance politique. D'alternance politique et même économique. De gestion économique. La CEDEAO est une institution qui marche plus ou moins bien. Et eux, ils ne font aucun pas. C'est vraiment du sur place. On a beaucoup avancé. Donc, ils sont conscients de ça. Je ne pense pas que ça puisse les influencer à ce point-là. Qu'il y a eu des discussions dans le couloir, c'est de l'évidence même. Bon, je pense que quand j'analyse un peu la position des gens de la CEDEAO, en dehors de la Côte d'Ivoire, qui n'a pas une position très claire et nette sur la question togolaise, je pense que la plupart des autres pays estiment quand même que l'alternance est indispensable dans notre pays. Ça, je crois que la Côte d'Ivoire, Ouattara n'est pas très... Il ne nous soutient pas beaucoup. C'est vrai, vous pensez? Ah, je suis convaincu. Vous avez des indices? Je suis convaincu. J'observe quand même... Oui. Alors, votre préoccupation, c'est l'esprit, l'état d'esprit du Togolais, en cette période où tout le monde s'accroche à cette réunion comme décisive pour l'avenir politique de notre pays. Alors, comment préparer les esprits des deux côtés, des deux bords, aussi bien la tête que la tête? Il n'y aura pas de miracle. Okay. Il n'y aura pas de miracle. Par contre, les chefs d'État ne peuvent pas prendre le risque de décevoir de manière durable le peuple togolais. Sinon, la CEDEAO, après le précédent de 2005, où la CEDEAO a couvert les tueries, les massacres et les assassinats en tout genre pour imposer M. Faure-Gnassingbé au pouvoir, du conteste. C'était d'une violence rare. La CEDEAO a plus ou moins couvert ça. Elle a même ratifié. Et donc, elle a besoin quand même de se racheter aux yeux du peuple togolais. Si elle ne prend pas des décisions courageuses de ce point de vue-là, ce serait dommage pour prendre un euphémisme. Mais il n'y aura pas de miracle en ce sens que beaucoup de gens pensent que la CEDEAO va venir et dire bon, que 2020, M. Faure-Gnassingbé ne sera pas candidat. Il n'y aura pas ça. Mais comme je l'ai dit en début d'émission, je dis qu'il faut qu'il crée, il donne des perspectives, qu'on sent de manière claire que la préoccupation de l'institution sous-régionale, c'est de faire en sorte que l'alternance devienne une réalité, notamment en 2020. Parce qu'il faut savoir qu'il y a d'autres élections avant les élections présidentielles 2020. Oui, il y aura les élections locales, il y aura les élections législatives. Donc, je pense que la CEDEAO va beaucoup insister sur le contrôle des élections. Je ne parle pas de faire des observations, c'est pas ça. Prendre en main l'organisation des élections d'une certaine manière. D'une certaine manière. Je suis sûr, enfin je n'en sais rien. Pour certifier les résultats après? Peut-être pas peut-être le processus même d'organisation. Je crois que le processus va s'impliquer pour qu'on soit sûr, ou presque sûr, que l'opinion exprimée par les électeurs corresponde aux résultats proclamés. Jusqu'à présent, ça a toujours été le contraire. Toutes les élections ici ont été des tricheries. Vous le savez mieux que moi. Ce n'est pas... C'est pas un secret de polichinelle, tout le monde sait que c'est la triche. C'est ça qui fait qu'il y a un problème de crise de légitimité du pouvoir que nous avons. Nous avons un pouvoir qui a, n'est-ce pas, tous les attributs, toutes les institutions formelles, tout ça, mais
il y a une crise profonde de légitimité. Il n'y a pas une adhésion de la population à ces institutions-là. Parce que les institutions ne jouent pas leur rôle. Ils font de la comédie. C'est ça. Un sujet qui divise, c'est la question de la transition. Certains pensent que pour mettre à plat et recommencer de base solide, il faut une transition. D'autres disent qu'un simple comité de suivi de décision de la feuille de route qui sera proposé par la CEDEAO, ce comité seul suffirait à garantir la validité des choses. Je suis un peu surpris par les gens qui parlent de comité de suivi. Parce qu'un comité de suivi est un comité de suivi. Ça n'a rien à voir avec un gouvernement de transition ou un gouvernement de crise ou un gouvernement comme dirait quelqu'un, je lisais sur le WhatsApp la dernière fois, d'approfondissement démocratique. Chacun invente sa formule. Mais un comité de suivi, dans tous les cas, il doit y avoir un comité de suivi dans tous les cas. International, bien sûr, mais mis oui, en place par la CEDEAO. J'ai très bien compris. Oui, oui. Oui, ça c'est tout à fait normal. Soit c'est l'ensemble des chefs d'État, soit c'est des chefs d'État qui sont désignés pour suivre ça avec la commission, c'est de l'évidence. Ils ne peuvent faire des recommandations ou prendre des décisions et ne pas suivre ça. Donc le comité de suivi va de soi. Mais le gouvernement de transition, quel est l'intérêt du gouvernement de transition? C'est le partage des responsabilités dans l'exercice du pouvoir au moment où s'organise, n'est-ce pas, le pays pour les élections. Ça fait que, bon, il n'y a pas qu'une seule partie qui contrôle tout. Hein? Et donc, le gouvernement de transition... Un Premier ministre issu de l'opposition, par exemple. Nécessairement, un Premier ministre issu de l'opposition. Il n'est pas obligé d'être dans le C14, il peut être de la société civile, ou peut être... mais dans lequel l'opposition se reconnaisse, au moins. Pour qu'on fasse un gouvernement équilibré. Là, le mot transition est beaucoup plus clair. Mais le pouvoir en place ne veut pas entendre parler. Bon, ils trouveront la formule qu'il faut. Mais, à mon avis, c'est aussi une des décisions possibles de la CEDEAO. C'est la mise sur place d'un gouvernement. Nous, on souhaite que ce soit un gouvernement de transition pour que le Premier ministre ait des pouvoirs francs et nets. Parce que, du moins, la vision de l'appel, c'est que les réformes doivent être faites avant la mise en place de ce gouvernement de transition. Je dis que les réformes, c'est une question de demi-matinée. Tout le monde connaît déjà les choses. Il suffit de s'asseoir et on écrit le texte, on va à l'Assemblée, puisque au 4/5e, on vote ça. C'était terminé en 3 jours, les réformes sont terminées. C'est mon point de vue. S'il y a une volonté politique. Une Assemblée aussi qui tire à la fin de sa législature aussi. Hein. Mais la législature est terminée. Maintenant, il y a une disposition constitutionnelle due à la révision de 2002. Et c'est aussi que des polémiques dans le pays. Mais oui, qui veut que les institutions parlementaires restent en place jusqu'à l'installation des nouveaux députés élus. Et ça aussi divise l'opinion. Non, c'est une disposition constitutionnelle qui, pour le moment, qui s'applique. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, seulement, bon, dans l'esprit, ça ne veut pas dire que ça ne doit pas s'éterniser. C'est l'évidence que ça ne doit pas s'éterniser dans l'esprit du constituant. L'Assemblée est encore apte à prendre oui, il fonctionne normalement, bien entendu. Bien entendu, il va continuer à faire des sessions. Mais si on veut faire les réformes, comment vous voulez qu'on fasse? Oui, c'est l'Assemblée là qui va faire les réformes. Et la question du référendum, vous la trouvez... Je trouve que c'est superflu. Totalement superflu. Puisqu'on peut avoir la 4/5e à l'Assemblée. Parce que... actuelle. Ah non, si on n'arrive pas à avoir la 4/5e, ça veut dire qu'il n'y a pas de consensus. Et s'il n'y a pas de consensus, ça veut dire que la crise perdure. C'est une question de bon sens. Au lieu d'avoir un référendum avec 2/3, parce que l'opposition ne serait pas d'accord avec les tests, ou que le RPT ne serait pas d'accord, encore le RPT, si l'UNI n'est pas d'accord, on ne peut pas faire avoir les 2/3. Au lieu d'avoir les 2/3 avec UNI seul, il vaut mieux avoir la 4/5e avec l'ensemble des députés, comme ça que les réformes qui sont faites de manière consensuelle, tout le monde est d'accord là-dessus. Et donc, ce n'est pas la peine de perdre de l'argent pour faire un référendum. Ça fait partie encore ce n'est pas cohérent de mon point de vue. C'est-à-dire qu'on veut faire du gaspillage, on dépense de l'argent pour des futilités. Mais pourquoi? On a une assemblée qui peut faire les réformes, la 4/5e, surtout dans une crise politique. Et que si ça ne marche pas, c'est parce que les gens ne sont pas d'accord, mais qu'on se met d'accord. Si on se met d'accord sur les tests, il n'y a plus aucune raison d'aller au référendum. On envoie ça à l'Assemblée et puis une après-midi c'est voté, puis c'est terminé. Le président promulgue ça et puis c'est terminé. L'interdiction des manifestations dans les temps actuels, justement à la veille de ces consultations, ces réunions, de ces rencontres chez nous au Togo, est-ce que cette interdiction, vous la trouvez légitime? Légitime, le mot n'est pas exact.
Le droit de manifestation est un droit constitutionnel. Donc, on doit, les citoyens ont le droit de manifester. Cela étant, le droit de manifester doit être encadré par la loi. Et tout le monde le sait. On ne peut pas accepter que, de manière systématique, on interdise des manifestations sur l'ensemble du territoire national parce qu'il y a des sommets. À moins que le gouvernement dispose d'informations que nous, les citoyens lambda, n'avons pas. Qui fait que, pour des raisons de sécurité, il ne veut pas prendre de risques. C'est tout à fait possible. Mais la manière dont c'est fait brutalement et tout ça, je ne suis pas d'accord. Quand on limite un périmètre de sécurité où les manifestations soient interdites, on peut encore comprendre. On ne peut pas, à cause des sommets, donc chaque fois qu'il y a un sommet, on refuse aux citoyens d'exercer ces droits. Mais on est dans une dictature dans ce cas-là. Hein? C'est pourquoi, à moins qu'il y ait des informations sensibles qui font que, bon, on ne veut pas. Mais parce qu'on doit pouvoir permettre, on doit permettre aux citoyens, même lorsqu'il y a sommet, s'il n'est pas d'accord, de dire qu'il n'est pas d'accord avec le sommet. C'est ça, c'est ça. Et il doit pouvoir le faire, mais dans l'ordre de la discipline, comme dirait quelqu'un. Mais il doit pouvoir le faire. Donc, l'interdiction pure et simple n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas une bonne chose. Même si ça pourrait être légal, ce n'est pas une bonne chose. Il faut laisser les citoyens s'exprimer librement. Bien entendu, dans le respect des dispositions légales et réglementaires, évidemment. Merci, Ahmed Diobi Gali, pour ces précisions que vous donnez à propos justement de la crise togolaise et de cette rencontre de la CEDEAO qui se dessine pour pouvoir apporter une solution. Alors, au lendemain de ce sommet, que va-t-il se passer? On n'est pas dans le secret des dieux. Alors, on n'est pas dans le secret des dieux. Que va-t-il se passer? Oui. Aussi bien dans les états-majors des deux camps, hein, au sein de la CEDEAO. À mon avis, si la CEDEAO est suffisamment courageuse pour indiquer des chemins clairs qui montrent que l'alternance est en voie, la situation va s'apaiser. Et c'est votre chemin. Hein. Oui. Et concrètement, ça porte sur quoi exactement? Ça porte sur une série de décisions. Oui. Hein, bon, j'ai déjà cité, j'ai parlé qu'il faut acter la réforme constitutionnelle, etc., etc. La mise au plan d'un gouvernement, le contrôle, l'organisation, la réorganisation, le contrôle du processus électoral par la CEDEAO, un certain nombre d'actes qui montrent qu'on crée les conditions pour aller vers l'alternance. En ce moment-là, il y aura l'apaisement, les gens vont s'asseoir après autour de la table, les Togolais entre eux, et vont mettre ça en application assez rapidement. Mais si ils n'ont pas eu le courage, ces chefs d'État n'ont pas le courage de prendre ce genre de décision et se contentent de déclarations superficielles, invitant ceci, machin, le gouvernement fait cela, recommande, souhaite. La crise va perdurer et ce serait dommage pour le pays parce que et là, la manifestation va s'approfondir. Il y a des gens qui jusqu'ici sont sur la réserve et ils attendent et qui faisaient confiance. Mais s'ils estiment que l'institution régionale les déçoit, mais alors là, ça va. C'est des lendemains incertains. Et il ne faut pas du tout souhaiter ça. Il ne faut pas du tout souhaiter ça. Il faudrait souhaiter que la sagesse prévale et que on puisse quand même avancer, quoi. C'est-à-dire que il y a un enjeu majeur quand même dans cette situation-là. Et donc, bon, moi, je suis naturellement optimiste, même si, comme Gramsci, il faut avoir le pessimisme de l'intelligence, mais l'optimisme de la volonté, n'est-ce pas? Je suis naturellement optimiste, mais je suis quand même assez vigilant pour voir ce que les chefs d'État vont décider. Mais comme je vous l'ai dit, à mon avis, on risque de recommencer un débat de fond après les élections nigériennes. Je parle en tant qu'observateur engagé, hein, je ne suis pas dans le secret des dieux. Parce que le Nigeria est le seul pays qui, de manière claire et nette, prend position en faveur des revendications populaires. C'est ça. C'est l'alternance. C'est le problème c'est une question d'alternance. C'est l'alternance. Oui, tout à fait. Avec beaucoup d'espoir ou de crainte à l'avenir pour notre pays? Ah non, il faut toujours avoir de l'espoir. Si on n'a pas d'espoir, ce n'est pas la peine de mener le combat. Nous, on est déjà un peu vieux dans le combat. Pas vieux en âge, mais
Enfin, encore qu'en Oui, âge, oui. on peut estimer qu'on a grandi. Mais il faut toujours avoir de l'espoir. Quand on n'a pas d'espoir, eh ben, l'horizon est bouché, on ne peut pas avancer. C'est ça. Hein, les temps sont difficiles, mais il faut toujours avoir de l'espoir. Et surtout, de savoir que lorsqu'on est du côté du peuple, il ne faut jamais avoir peur. Parce que tôt ou tard, le peuple a toujours raison. Ça peut prendre le temps que ça prend, mais le peuple a toujours raison. Comme je dirais à quelqu'un, ça finira par finir. N'est-ce pas? Ah oui, ça finira par finir. Donc, quand on est intelligent et sage, on dévance les événements. On organise soi-même la fin. Mais quand on est têtu, ben, d'autres personnes organisent la fin à votre place. Et ce n'est pas agréable. C'est cela. Je pense que j'ai été très clair. Très clair. Alors, ce débat tire à sa fin, maître. Quel message avez-vous pour le peuple, pour les militants des deux bords, à la veille de cette rencontre et au lendemain de ce qui sortira des valises de la CEDEAO? Moi, je crois que pour les dirigeants d'abord, je fais appel à la sagesse. Il faut appel à la sagesse. Cette sagesse qui vient de la générosité qu'on a vis-à-vis de la patrie. Il faut aimer le pays. Quand vous aimez le pays, il y a des choses que vous pouvez comprendre, il y a des choses que vous pouvez faire, il y a des choses que vous ne pouvez pas faire. C'est ce manque de patriotisme, cette générosité de cœur que vous avez de votre, qui manque souvent et qu'il faut qu'on prenne des décisions en pensant que c'est d'abord soi. Au peuple, je dirais que de bon courage. Ça fait des décennies que le peuple est en combat et il faut qu'il continue. Ceux qui ne sont pas d'accord avec nous, nous autres qui contestons l'ordre établi et qui voulons le changement, il faut qu'ils comprennent aussi que le corps humain, le corps social, c'est comme le corps humain. Ça a besoin de changement, de renouvellement. Et qu'il faut tout faire pour que le renouvellement ait lieu, mais que ça ait lieu dans la paix. Hein, je pense que notre discours, c'est essentiellement ça. Préserver la paix sociale, pas la paix musclée, hein. La paix sociale, de manière à ce que notre pays retrouve quand même sa vocation première, qui est celle de devenir l'ordre de l'humanité. Hein. C'est cet amour de la patrie-là qui doit conduire nos actes et fonder nos espoirs. Le sommet de la CEDEAO passera, mais le Togo existera. Toujours. Oui. C'est cela. Bien, merci, Maître Diobi Gali, pour ce temps que vous avez passé en studio avec nous. Non, c'est moi qui vous remercie et je suis heureux de venir passer ce petit moment et j'espère que Ça va porter. oui, après on va voir notre pays aller de l'avant. C'est cela. Oui, vivement. Je termine sur ce mot que notre pays aille de l'avant pour le bonheur, le bien des Togolais. C'est la fin de cette réflexion sur la crise togolaise à la veille de ce sommet de la CEDEAO. Et pour rapporter l'association Maître Diobi Gali, président de la PED, l'association pour la promotion des droits au Togo, donc qui était mon invité. Je vous retrouve samedi prochain pour d'autres réflexions. Au revoir et à très bientôt. Merci. Non, c'est moi qui dis merci.